Il existe une plante qui pousse sur 6 continents, qui contient 5 fois plus de magnésium que les épinards, plus que n'importe quelle gélule de complément alimentaire et plus que n'importe quelle céréale enrichie sur le marché. Elle produit 70 000 graines par plant, et ces graines restent vivantes dans le sol pendant 40 ans. D'anciens corps préservés dans des tourbières ont été retrouvés avec cette plante encore conservée dans leur estomac. Pourtant, le monde occidental l'a classée comme mauvaise herbe. L'industrie des compléments alimentaires génère près de 7 milliards de dollars par an en vendant des pilules de magnésium. Pendant ce temps, cette plante pousse dans les fissures des trottoirs. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement pourquoi une plante plus nutritive que tout ce que l'on trouve dans votre épicerie a fini sur la liste des indésirables de l'agriculture, et comment ne plus jamais payer pour du magnésium. Entrez dans n'importe quelle cuisine traditionnelle du nord de l'Inde pendant l'hiver. Observez les familles préparer leur repas du matin. Elles cuisinent des feuilles vert foncé, recouvertes d'un voile blanc poudreux, pour en faire des currys et des galettes appelées paratha. Ce n'est pas de l'épinard, ce n'est pas du chou frisé, c'est du batoua, et plus de 300 millions de personnes à travers l'Asie du Sud en mangent chaque semaine. Dans les contreforts himalayens du Népal, on l'appelle batou. Les agriculteurs là-bas le considèrent comme une nutrition hivernale essentielle. En Turquie, les villageois l'appellent aksirken. Ils le récoltent dans la nature depuis des générations au-delà de toute mémoire. Au Mexique rural, les cuisiniers traditionnels l'appellent quelite. Ils le plient dans des tamales et le mélangent dans des soupes. Voici le premier indice que quelque chose a mal tourné. Vous connaissez les épinards, vous connaissez le chou frisé, vous connaissez la roquette, les blettes et le chou cavalier. Ces légumes se trouvent dans toutes les épiceries occidentales. Mais cette plante, consommée par plus de personnes que tous ces légumes verts réunis, n'existe pas dans la conscience occidentale. La plupart des Américains n'ont jamais entendu aucun de ces noms. Le problème commence par la fragmentation. Les Indiens l'appellent batua, les Népalais l'appellent batou, les Turcs l'appellent aksirken, les Mexicains l'appellent kelit, les fermiers britanniques l'appelaient autrefois fat hen, les botanistes américains l'appellent Chenopodium album. Des dizaines de noms pour une seule plante. Aucune identité unifiée dans les langues occidentales. Quand une plante n'a pas de nom cohérent, elle n'a pas de présence cohérente dans les livres de cuisine, dans les bases de données, dans les demandes de financement de recherche. La fragmentation n'était pas intentionnelle, mais le résultat a été l'effacement. Comparez cela à la coriandre, la même plante que le coriandre en graines. Un nom différent pour les feuilles et pour les graines. Mais la culture alimentaire occidentale a unifié ces noms. Tout le monde connaît la coriandre. Elle apparaît dans toutes les épiceries. Cette plante ancienne n'a jamais bénéficié de cette unification. Elle est restée étrangère à chaque rencontre séparée, jamais familière, jamais intégrée, jamais comprise. Considérez maintenant la désignation officielle. Cette plante nourrit des centaines de millions de personnes. Des civilisations anciennes l'ont cultivée pendant des milliers d'années. Elle figure parmi les 5 mauvaises herbes agricoles les plus répandues sur Terre. Nourriture dans un pays, classification de nuisibles dans un autre. Les mêmes feuilles que les grand-mères indiennes cuisinent pour les dîners familiaux sont les mêmes feuilles que les agriculteurs américains aspergent d'herbicides. Depuis quand pousser sans permission est-il devenu un crime ? Les archives anciennes racontent une histoire complètement différente. Pour comprendre comment cela s'est produit, nous devons voyager dans le temps. Pas des décennies, pas des siècles, des millénaires. En 1950, des ouvriers danois coupant de la tourbe dans une tourbière près du village de Tolund ont découvert quelque chose qui allait changer l'archéologie pour toujours. Ils ont trouvé un corps humain, si parfaitement conservé qu'ils ont d'abord appelé la police, pensant avoir découvert une victime de meurtre récent. Le corps appartenait à un homme mort il y a plus de 2400 ans. Les scientifiques l'ont nommé l'homme de Tolund. Son visage était resté si intact que l'on peut encore voir ses yeux fermés, son front plissé, la barbe naissante sur son menton. Il avait l'air de dormir. Mais les scientifiques étaient surtout intéressés par autre chose, son estomac. En 2021, des chercheurs du Musée national danois ont réalisé l'analyse la plus détaillée jamais effectuée sur le dernier repas de l'homme de Tolund. Ils ont utilisé la microscopie avancée et l'analyse lipidique pour identifier exactement ce qu'il avait mangé dans les heures précédant sa mort. Les résultats ont rempli des pages de la revue scientifique Antiquity. De l'orge, de la renouée pâle, des graines de lin, du sarrasin sauvage, et une plante apparaissait en concentration plus élevée que tout autre grain ou graine.
La plante dont nous parlons aujourd'hui remplissait son estomac. Ce n'était pas une mauvaise herbe pour lui, c'était de la nourriture. De la nourriture intentionnellement cultivée et récoltée. L'homme de Tolund n'était pas seul. Un autre corps de tourbière découvert à proximité, appelé l'homme de Grobal, montrait le même schéma alimentaire, les mêmes plantes, la même culture intentionnelle, les mêmes preuves d'un système alimentaire que nous avions oublié. L'examen du contenu stomacal de corps humains de l'âge du fer, préservé dans les tourbières du nord de l'Europe, révèle que les feuilles et les graines de cette plante étaient récoltées et consommées il y a plus de 3000 ans. Ce n'était pas de la cueillette, c'était de l'agriculture. Mais l'Europe n'était pas le seul endroit où les humains ont reconnu la valeur de cette plante. À 8000 km à l'ouest, une civilisation entièrement distincte a fait la même découverte de manière indépendante. Dans les vallées fluviales de l'Est de l'Amérique du Nord, quelque chose de remarquable s'est produit il y a environ 5000 ans. Les peuples autochtones ont commencé à planter et cultiver intentionnellement des membres de la famille des chénopodes. Ils ont sélectionné des graines plus grosses, ils ont développé des techniques de stockage, ils ont créé des réseaux commerciaux. Il y a 3800 ans, au moins 5 plantes domestiquées productrices de graines formaient un complexe agricole cohérent dans le corridor de rivières s'étendant du Missouri actuel à l'Ohio. Les plantes de cette espèce étaient au cœur de ce système. Les archéologues ont appelé cela le complexe agricole de l'Est. Il précède l'arrivée du maïs depuis le Mexique de près de 2000 ans. Pendant des millénaires, les civilisations amérindiennes se sont enrichies et ont prospéré grâce à des cultures que les Américains modernes appellent mauvaises herbes. À la grotte de Russell en Alabama, les archéologues ont trouvé des preuves directes de cette agriculture oubliée. Des graines de la famille des Chenopodium étaient stockées intentionnellement et cultivées systématiquement. Ce n'était pas une source alimentaire mineure, c'était une culture de base. 3 événements de domestication distincts, les montagnes des Andes en Amérique du Sud, les hauts plateaux du Mexique central, les forêts de l'Est de l'Amérique du Nord. 3 civilisations indépendantes ont regardé cette plante et sont arrivées à la même conclusion. Ceci est précieux, ceci mérite d'être cultivé, ceci nourrit notre peuple. Et voici peut-être le lien le plus révélateur de tous. Vous avez entendu parler du quinoa, le super aliment andin ancien qui coûte maintenant 8 $ la livre dans les magasins bio. La graine que les influenceurs d'Instagram ajoutent à leur bol de smoothie. La graine qui génère des centaines de millions de ventes annuelles. Le quinoa est Chenopodium quinoa. La plante dont nous parlons est Chenopodium album. Ce sont des parents proches, le même genre, avec des profils nutritionnels similaires. Des études récentes publiées dans le Journal of Food Composition and Analysis les ont comparées directement. Les résultats ont stupéfié les chercheurs. Le Chenopodium album a démontré des profils nutraceutiques et en acides aminés supérieurs à ceux du quinoa. La mauvaise herbe surpasse le super aliment. La plante gratuite bat la plante coûteuse, et presque personne dans le monde occidental n'en a jamais entendu parler. La plante s'appelle le chénopode blanc. C'est son nom américain le plus courant, Lamb's Quarters, Chenopodium album. C'est la plante la plus nutritive dont on ne vous a jamais parlé. Laissez-moi vous montrer ce que la science moderne a confirmé sur sa composition. Dans une portion de 100 g de feuilles crues de chénopode blanc, vous recevez 96% de vos besoins quotidiens en vitamine C, 73% de votre vitamine A, 37% de votre riboflavine, 37% de votre manganèse, 31% de votre calcium, et tout cela pour seulement 43 calories. Comparez cela aux épinards, le légume vert que les nutritionnistes célèbrent. Le chénopode blanc contient environ 2 fois plus de vitamine B1, 2 fois plus de vitamine B2, 3 fois plus de vitamine C et 3 fois plus de calcium. Comparez-le au chou frisé, le légume qui a lancé 1000 marques de bien-être. Le chénopode blanc contient environ 2 fois et demi plus de vitamine A que le chou frisé. Il est plus riche en protéines, plus riche en fibres et plus riche dans la plupart des minéraux qui comptent. Mais le véritable trésor, c'est la teneur en minéraux. Des recherches publiées par le Jardin botanique des États-Unis ont comparé des espèces sauvages comestibles aux légumes courants des épiceries. Ils ont testé le chénopode blanc contre la laitue, les épinards et le chou. Les résultats méritent attention. Le chénopode blanc contient plus de 2 fois plus de potassium que ses légumes verts commerciaux, 3 fois plus de calcium,
Et voici le chiffre qui change tout. 5 fois plus de magnésium. 5 fois plus de magnésium que les épinards. 5 fois plus que la laitue. 5 fois plus que le chou. Pas de pilule, pas de complément, pas de poudre coûteuse. Juste des feuilles qui poussent dans les plates-bandes et les fissures des trottoirs et dans les sols perturbés sur 6 continents. La teneur en protéines raconte sa propre histoire. Les feuilles fraîches de chénopode blanc contiennent 4,3% de protéines pour 100 grammes, plus que la plupart des légumes verts à feuilles. Mais séchez les graines et les chiffres deviennent remarquables. Des recherches publiées dans Food Science and Nutrition ont trouvé une teneur en protéines dans les graines de chénopode blanc allant de 16,6 à 19,7%, comparable à de nombreuses légumineuses, meilleure que la plupart des céréales. Et voici ce qui rend la teneur en minéraux particulièrement précieuse. De nombreux légumes verts à feuilles contiennent des niveaux élevés d'acide oxalique. Les oxalates se lient aux minéraux comme le calcium et le magnésium, réduisant la quantité que votre corps peut réellement absorber. Les épinards sont tristement célèbres pour cela. Ils semblent nutritifs sur le papier, mais les oxalates volent une grande partie de cette valeur. Les recherches sur les espèces de Chenopodium ont révélé quelque chose de différent. Compte tenu du pourcentage élevé de magnésium et du rapport entre l'acide oxalique et le calcium plus le magnésium, le chénopode blanc présentait des ratios d'interférence plus faibles que la betterave ou les épinards. Une meilleure biodisponibilité. Plus de ce que vous mangez atteint réellement vos cellules. L'industrie des compléments alimentaires ne veut pas que vous compreniez cette distinction. Elle vend des composés de magnésium isolés. Oxyde de magnésium, citrate de magnésium, glycinate de magnésium. Chacun a des taux d'absorption différents. Chacun nécessite des achats supplémentaires quand les flacons sont vides. Le magnésium sous forme végétale est accompagné de cofacteurs, d'enzymes, de fibres, de nutriments complémentaires que l'évolution a conçus pour fonctionner ensemble. Votre corps reconnaît la nourriture. Il ne reconnaît pas toujours les pilules. Mais la nutrition seule n'explique pas pourquoi cette plante a été effacée de la conscience occidentale. La vraie réponse réside dans quelque chose d'encore plus remarquable. Quelque chose qui menace le modèle économique de la production alimentaire moderne. Le chénopode blanc produit en moyenne 72 000 graines par plant. Certains spécimens en produisent plus de 100 000. Dans des conditions idéales, les chercheurs ont documenté des plants produisant jusqu'à 500 000 graines. Un sol massif bien établi peut libérer 50 millions de graines par hectare. Ces chiffres sont difficiles à appréhender, alors laissez-moi les rendre concrets. Un seul plant de chénopode blanc dans votre jardin cet été produira suffisamment de graines pour planter tout un quartier, et vous n'avez rien à faire. La plante disperse ses propres graines. Elle ne nécessite aucune intervention, aucune collecte, aucun stockage, aucun replantage. Mais voici ce qui transforme l'abondance en permanence. Ces graines ne meurent pas. Des études sur la longévité des graines ont montré que les graines de chénopode blanc restent viables dans le sol pendant 12 à 78 ans. Une étude a documenté des taux de germination de 32% après 20 ans d'enfouissement. Une autre a trouvé des graines viables après 40 ans. Réfléchissez à ce que cela signifie. Votre arrière-arrière-grand-mère aurait pu planter du chénopode blanc une seule fois, ne rien faire d'autre, et vous pourriez récolter de sa plantation originale aujourd'hui. La plante s'adapte aussi à presque toutes les conditions. Des recherches publiées dans PLOS ONE ont documenté une germination remarquable dans une large gamme de conditions environnementales, combinée à une tolérance exceptionnelle au stress abiotique. La germination maximale de 94% s'est produite à des températures optimales. Mais la plante a germé avec succès dans des conditions de sécheresse, de forte salinité et de sols pauvres. Elle pousse dans les sols légers, les sols moyens, les sols lourds, les sols acides, les sols alcalins, les sols sablonneux, les sols argileux. De la zone de rusticité 3 à la zone 10, de la Scandinavie à l'Afrique du Sud, du niveau de la mer aux hautes vallées montagneuses. Voilà à quoi ressemble la résilience. Pas des semis fragiles nécessitant une attention constante. Pas des variétés hybrides exigeant des engrais spécifiques. Une plante qui s'établit d'elle-même et revient indéfiniment. Qui ne nécessite aucune infrastructure. Qui construit des systèmes alimentaires permanents. Considérez maintenant ce que cela signifie pour les industries existantes. Achetez des graines une fois.
Plantez une fois, récoltez pour toujours. Qu'advient-il du chiffre d'affaires des semenciers quand une culture se perpétue d'elle-même? Qu'advient-il quand les clients n'ont plus jamais besoin d'acheter? L'industrie mondiale des semences génère plus de 60 milliards de dollars par an. Maïs, soja, blé, coton, ces cultures nécessitent de nouveaux achats de semences à chaque saison de plantation. De nombreuses variétés modernes sont des hybrides qui ne se reproduisent pas fidèlement. Certaines sont brevetées. Le modèle économique dépend entièrement de la répétition. Le chénopode blanc brise ce modèle. Il refuse de participer aux transactions annuelles. Il ne peut pas être contrôlé, il ne peut pas générer de revenus récurrents. Du point de vue de l'industrie, cette plante ne vaut rien. Pire que rien, c'est de la concurrence. L'industrie des compléments alimentaires fait face au même problème. Le marché mondial des compléments de magnésium a atteint 3,5 milliards de dollars en 2023. Les projections montrent une croissance à près de 7 milliards de dollars d'ici 2032. Cette croissance dépend d'une seule chose, la persistance de la carence en magnésium. Les statistiques gouvernementales révèlent que près de 90% des adultes américains n'atteignent pas l'apport alimentaire recommandé en magnésium. Certaines études suggèrent que jusqu'à la moitié de la population totale est cliniquement carencée. Cette carence crée la demande crée les marchés nécessitent des produits. Le chénopode blanc menace chaque maillon de cette chaîne. Une plante qui fournit 5 fois plus de magnésium que les épinards, qui pousse sans culture, qui se ressème éternellement, qui ne coûte rien après l'établissement initial. Ce n'est pas un produit, c'est une solution, et les solutions sont mauvaises pour les affaires. Les schémas de financement de la recherche révèlent clairement la structure. Cherchez sur PubMed, la base de données de la littérature médicale. Cherchez des études sur l'huile de poisson. Vous trouverez plus de 15 000 résultats. Cherchez des études sur les compléments de magnésium, des milliers de plus. Maintenant, cherchez la recherche nutritionnelle sur Chenopodium album. Quelques centaines d'études, la plupart menées en Inde, au Népal ou au Pakistan. Presque aucune financée par des institutions occidentales. Les articles scientifiques utilisent répétitivement le même mot pour décrire cette plante. Négligée. Les caractéristiques nutritionnelles de l'espèce négligée, Chenopodium album. Ce mot apparaît encore et encore dans la littérature. La négligence n'est pas un complot. Aucune réunion secrète n'a eu lieu où des dirigeants auraient décidé de supprimer le chénopode blanc. Aucune note de service n'a circulé exigeant son effacement. Le mécanisme était plus simple. Les systèmes économiques voient ce qui profite aux systèmes économiques. La recherche suit le financement suit les brevets. Les brevets nécessitent le contrôle. Le chénopode blanc ne peut pas être contrôlé. Il se ressème, il se propage, il se naturalise, il redevient sauvage, il devient gratuit. Ce qui ne peut pas être possédé ne peut pas être vendu. Ce qui ne peut pas être vendu ne peut pas être commercialisé. Ce qui ne peut pas être commercialisé n'entre pas dans la conscience. La classification comme mauvaise herbe a achevé l'effacement. Les services de vulgarisation agricole décrivent le chénopode blanc comme l'une des mauvaises herbes les plus compétitives dans la production en rang. Des études documentent 13% de perte de rendement dans le maïs avec un seul plant de chénopode blanc par 45 cm de rang. 25% de perte de rendement dans le soja. Du point de vue de la monoculture industrielle, c'est une menace. La diversité est de l'inefficacité, la croissance spontanée est du chaos. Les mêmes caractéristiques qui rendent le chénopode blanc précieux comme aliment le rendent problématique pour la production uniforme de matières premières. Les fabricants d'herbicides ont besoin d'ennemis. Le chénopode blanc est devenu une cible. Des milliards de dollars de produits chimiques conçus pour tuer une plante qui nourrit les gens. Le même schéma est apparu avec le trèfle blanc. Pendant 80 ans, les mélanges de semences pour pelouses américaines contenaient du trèfle, parce qu'ils fertilisent naturellement le sol. Puis les entreprises d'herbicides ont eu besoin de marcher en temps de paix. Elles ont retiré le trèfle des mélanges de semences, elles ont vendu du poison pour tuer ce qu'elles avaient auparavant vendu comme bénéfique. Personne n'a supprimé le chénopode blanc par un complot actif. Le système a simplement oublié. Ou plutôt, il n'a retenu que ce qui pouvait être monétisé. Mais la plante se moque de la monétisation. Elle se moque des résultats trimestriels, ou de la valeur actionnariale, ou de la capitalisation boursière. Elle se soucie de la reproduction. Elle se soucie de la survie. Elle se soucie de se répandre partout où le sol et la lumière du soleil le permettent. Et elle attend dans les banques de graines du sol sur 6 continents,
dans les terrains perturbés près des chantiers de construction, dans les jardins où personne n'a pulvérisé d'herbicides, dans les fissures des trottoirs urbains, dans les terrains vagues, dans les marges entre ce que nous cultivons et ce que nous ignorons. Les conséquences sanitaires de l'ignorance de cette plante vont bien au-delà de la simple nutrition. La carence en magnésium est devenue l'une des carences minérales les plus répandues dans le monde développé. Votre corps utilise le magnésium pour plus de 300 réactions enzymatiques. La fonction musculaire, la transmission nerveuse, la régulation de la glycémie, le contrôle de la pression artérielle, la synthèse des protéines, la production d'énergie. Quand le magnésium est bas, tout en souffre. Les crampes musculaires apparaissent en premier, puis une fatigue que le sommeil ne résout pas, puis une anxiété sans cause évidente, des battements cardiaques irréguliers, des migraines, des difficultés à dormir. Les symptômes sont si courants que la plupart des gens supposent qu'ils font simplement partie de la vie moderne. Les médecins testent rarement la carence en magnésium. Les analyses sanguines standards mesurent le magnésium sérique, mais seulement 1% du magnésium de votre corps se trouve dans le sang. Les 99% restants se cachent dans les os et les tissus mous. Vous pouvez être gravement carencé, alors que les analyses sanguines montrent des niveaux normaux. Pendant ce temps, l'agriculture moderne a dépouillé le sol de son magnésium. L'agriculture industrielle ne remplace pas les oligo-éléments. Les cultures poussent plus vite, mais contiennent moins de nutriments. Des études comparant les légumes de 1950 à aujourd'hui montrent des baisses dramatiques en minéraux. Les épinards que votre grand-mère mangeait contenaient plus de magnésium que les épinards que vous achetez maintenant. Cela crée une tempête parfaite. Un sol appauvri produit une nourriture appauvrie. Une nourriture appauvrie produit des corps appauvris. Des corps appauvris créent une demande de compléments. Les compléments créent des profits. Les profits financent plus de recherches sur les compléments. Le cycle se renforce de lui-même. Le chénopode blanc brise ce cycle parce qu'il pousse là où d'autres plantes peinent. Il prospère dans les sols marginaux. Il puise les minéraux à des profondeurs que les légumes à racines superficielles ne peuvent atteindre. Sa racine pivotante profonde accède à des nutriments que les cultures modernes manquent entièrement. La plante concentre ce que le sol contient encore. Dans les environnements urbains, cela devient encore plus précieux. Les sols urbains sont souvent perturbés, compactés, apparemment hostiles à l'agriculture. Mais le chénopode blanc voit une opportunité là où d'autres plantes voient des obstacles. Il colonise les chantiers de construction. Il émerge des parkings en gravier. Il pousse à travers les fissures où la matière organique s'accumule. Des cueilleurs urbains à travers l'Amérique ont commencé à redécouvrir cette abondance. À Détroit, des jardins communautaires qui accueillent les plantes sauvages comestibles rapportent des récoltes de centaines de livres de chénopodes blancs chaque saison. À Los Angeles, les communautés immigrées du Mexique et d'Amérique centrale reconnaissent immédiatement le kélite et se demandent pourquoi leurs voisins américains l'ignorent. À New York, les visites guidées de cueillette incluent désormais l'identification du chénopode blanc comme leçon standard. Le même schéma se répète à travers l'Europe également. En Pologne, les cuisiniers traditionnels préparent encore le chénopode blanc sous le nom de Komosa biała. En Allemagne, les générations plus anciennes se souviennent de lui sous le nom de Weisser Gänsefuß. En Grèce, les villages ruraux maintiennent la connaissance des méthodes de préparation du latita transmises à travers les siècles. Le savoir existe, il s'est simplement déconnecté de la conscience dominante. La reconnexion ne nécessite que de l'attention. L'histoire révèle que le chénopode blanc a servi de nourriture de famine pendant les heures les plus sombres de l'humanité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des familles à travers l'Europe occupée ont survécu grâce à des plantes qui poussaient sans culture. Quand les lignes d'approvisionnement se sont effondrées et que les fermes ont été abandonnées, le chénopode blanc a émergé du sol perturbé et a nourri les affamés. Les survivants dans les Pays-Bas pendant l'hiver de la fin de 1944 à 1945 mangeaient tout ce qui poussait à l'état sauvage. Cette plante poussait partout à l'état sauvage. Le même schéma est apparu pendant la Grande Dépression en Amérique. Les familles rurales qui se souvenaient des savoirs anciens cueillaient ce que les autres ignoraient. Elles étiraient leurs maigres ressources avec des verdures gratuites qui ne nécessitaient aucun achat. La plante ne demandait rien en retour. Pas d'argent, pas de travail, pas d'infrastructure, juste de la reconnaissance. En Chine, les archives historiques documentent la consommation de chénopodes blancs pendant d'innombrables famines remontant à des millénaires.
La plante apparaît dans les textes agricoles anciens comme une ressource de secours fiable lorsque les récoltes de riz échouaient. Les paysans savaient que cette verdure apparaîtrait quand tout le reste disparaissait. Cette histoire porte une leçon que nous avons oubliée. La résilience ne vient pas de la complexité, elle vient de la simplicité, des plantes qui n'ont pas besoin de nous, des systèmes alimentaires qui fonctionnent quand tout le reste s'effondre. Nos ancêtres comprenaient cela. Ils entretenaient des relations avec les plantes sauvages, précisément parce que la civilisation s'effondre parfois. Nous avons troqué cette résilience contre la commodité, contre des légumes emballés dans du plastique, expédiés depuis des continents lointains, contre des compléments alimentaires fabriqués en usine, contre l'illusion que les épiceries resteraient toujours approvisionnées. La pandémie a révélé à quel point ces suppositions sont fragiles. Les rayons se sont vidés en quelques jours. Les chaînes d'approvisionnement ont plié sous la pression. Le savoir pour retrouver cette abondance est simple. L'identification ne nécessite aucune expertise. Cherchez le revêtement farineux blanc distinctif sur les jeunes feuilles, comme si quelqu'un avait saupoudré de la farine sur la surface. Les feuilles sont triangulaires ou en forme de losange, d'environ 3 à 7 cm de long sur les plantes matures. Les bords ont des dents irrégulières. Les feuilles supérieures paraissent cireuses et imperméables. Le revêtement poudreux se lave facilement. En dessous, les feuilles ressemblent à n'importe quelle verdure de cuisson, vert foncé sur le dessus, parfois violacé en dessous. Des grappes denses de minuscules fleurs vertes apparaissent en épis à mesure que la plante mûrit. Des plantes similaires existent. Les espèces d'aroche sont le plus souvent confondues avec le chénopode blanc, mais voici le fait important. Celles-ci sont également comestibles. La confusion ne présente aucun danger. Vous pourriez vous retrouver avec des verdures légèrement plus salées. Vous ne finirez pas empoisonné. La culture est presque inutile. La plante apparaît spontanément dans la plupart des jardins. Arrêtez de l'arracher, c'est tout le secret de la culture. Si vous voulez établir un carré délibérément, dispersez des graines sur un sol remué au printemps après les dernières gelées. Arrosez occasionnellement jusqu'à l'établissement, puis prenez du recul. La plante ne nécessite rien d'autre. Récoltez les jeunes feuilles quand les plantes mesurent 15 à 20 cm de haut. C'est à ce moment qu'elles sont les plus tendres. Vous pouvez récolter en continu tout au long de la saison de croissance en prélevant la pousse sommitale. De nouvelles feuilles se régénèrent en quelques jours. Les jeunes pousses peuvent être mangées crues, ajoutez-les aux salades. La saveur est douce, légèrement minérale, avec un soupçon d'épinard. Les feuilles sont de préférence cuites. Traitez-les exactement comme vous traiteriez des épinards. Faites-les sauter avec de l'ail, ajoutez-les aux soupes, incorporez-les dans des omelettes, mixez-les dans des smoothies. Les boutons floraux et les jeunes fleurs sont également comestibles une fois cuits. Ils ajoutent de la texture et une saveur légèrement différente. Pour la récolte des graines, attendez la fin de l'été ou l'automne, lorsque les têtes de graines deviennent sombres et sèches. Détachez les grappes dans un récipient. Vannez légèrement en versant les graines d'un récipient à l'autre dans une brise. La balle s'envole. Faites griller légèrement les graines propres avant de les manger, ou moulez-les en farine, ou faites-les bouillir en bouillie. Une note sur la préparation. Comme les épinards et de nombreuses verdures à feuilles, le chénopode blanc contient des oxalates. Pour la plupart des gens, cela ne pose aucun problème. Mais si vous avez des préoccupations concernant les calculs rénaux, ou si vous en mangez de très grandes quantités régulièrement, un bref blanchiment réduit les niveaux d'oxalates. Versez de l'eau bouillante sur les feuilles. Laissez reposer 2 minutes, puis égouttez. Les oxalates se dissolvent dans l'eau que vous jetez. Conservez les graines séchées dans des récipients hermétiques. Elles restent viables pendant des années. C'est votre assurance contre les avenirs incertains. Des graines qui ne nécessitent ni électricité, ni chaîne d'approvisionnement, ni magasin en fonctionnement, juste un stockage au sec et de la patience. Réfléchissez à ce que la sécurité alimentaire signifie réellement. Les rayons des épiceries peuvent se vider en quelques heures lors des urgences. Les chaînes d'approvisionnement s'étendent à travers les océans et dépendent du carburant, de l'électricité et de la stabilité politique. Le repas moyen parcourt plus de 2400 km avant d'atteindre votre assiette. Chaque maillon de cette chaîne représente un point de défaillance potentiel. Maintenant, imaginez un modèle différent. De la nourriture qui pousse sans replantation. De la nutrition qui ne nécessite aucun achat. Des graines qui attendent patiemment sous terre pendant des décennies. Une récolte qui se régénère en quelques jours après la coupe.
Ce n'est pas un fantasme, c'est le chénopode blanc. C'est ce que nos ancêtres comprenaient avant que nous n'oublions. La crise climatique rend ce savoir encore plus urgent. Les sécheresses s'intensifient dans les régions agricoles. Les vagues de chaleur détruisent les cultures conventionnelles. Les nappes phréatiques baissent. L'irrigation devient de plus en plus coûteuse. Le système alimentaire industriel qui a remplacé les savoirs traditionnels montre des fissures. Le chénopode blanc prospère exactement dans ces conditions. Tolérance à la chaleur, résistance à la sécheresse, capacité à pousser dans un sol pauvre, cette plante a évolué pour le monde que nous sommes en train de créer. Elle est préparée à des conditions que nos cultures choyées ne peuvent pas supporter. Chaque jardin qui maintient un carré de chénopode blanc détient une assurance contre les récoltes incertaines. La vraie question n'est pas de savoir si vous devriez cultiver le chénopode blanc. Il pousse tout seul. La question est de savoir si vous le reconnaîtrez quand il apparaîtra, si vous verrez de la nourriture ou si vous verrez une mauvaise herbe. Il y a 3000 ans, un homme au Danemark a mangé cette plante pour son dernier repas. Son corps préservé dans la tourbe nous montre ce qu'il valorisait. Il y a 5000 ans, les agriculteurs amérindiens cultivaient ces parents comme aliment de base. Leurs graines, préservées dans les sédiments des grottes, nous montrent ce qu'ils savaient. Ce savoir n'a jamais été perdu. Les grands-mères indiennes cuisinent encore le batua chaque hiver. Les villageois himalayens cueillent encore le batu sur les pentes sauvages. Les cuisiniers mexicains incorporent encore le quélité dans les plats traditionnels. La sagesse a survécu partout, sauf là où l'agriculture industrielle et le marketing des compléments alimentaires ont atteint une domination totale. L'industrie des compléments alimentaires ne vous parlera pas de cette plante. Il n'y a aucun profit à vous orienter vers une nutrition gratuite. L'industrie semencière ne la promouvra pas. On ne peut pas vendre des produits annuels quand une seule plantation dure éternellement. L'establishment agricole ne la célébrera pas. On ne peut pas pulvériser des herbicides sur de cultures alimentaires, mais les graines ne lisent pas les rapports de marché, elles ne suivent pas les cours de la bourse, elles n'assistent pas aux réunions du conseil d'administration. Elles sont restées dans votre sol pendant des décennies, attendant une perturbation, attendant la lumière, attendant que quelqu'un arrête de les empoisonner et commence à les récolter à la place. Les graines attendent dans le sol depuis 40 ans. La question est de savoir si vous serez prêt quand elles décideront enfin de pousser. Si cette histoire a changé la façon dont vous regardez les mauvaises herbes dans votre jardin, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez l'avenir. Le prochain trésor sera bientôt révélé.